La société Drukhari évoluait autrefois autour d'un petit nombre de maisons nobles, dont les rejetons sondaient les profondeurs de l'hédonisme qui conduisit à la chute des Eldari. L'aristocratie comorite gardait jalousement ses privilèges, traquant et éliminant tous ceux qui menaçaient sa primauté. Le centre de Comorra, une métropole époustouflante de gratte-ciel, d'arches, de spires grandioses et de temples du plaisir, était le domaine exclusif des maisons nobles. On ne pouvait y entrer sans être issu de l'une de ces riches dynasties. Ce système aristocratique perdura durant des millénaires après la chute des Eldari. La société comorite demeurait tout aussi figée et corrompue que ses maîtres. Vraisemblablement, tout aurait pu continuer de la sorte indéfiniment sans l'intervention d'un jeune guerrier esclave du nom d'Asdrubal Vecht qui fit s'effondrer le système de la noblesse. La clique des partisans de Vecht, ou Cabal, avait préparé l'ascension de son fondateur, implantant des agents dans toutes les strates de la société Drukhari au sein de Comorra et au-delà. Asdrubal Vecht gravit ainsi rapidement les échelons hiérarchiques de la cité crépusculaire. De plus en plus d'alliés étaient incités à se joindre à lui, tandis que les cadavres des gêneurs jalonnaient son chemin, sans que jamais Vecht n'ait de sang sur les mains, car il était trop intelligent pour s'impliquer directement. Les nobles, qui ne voyaient en lui rien de plus qu'un esclave parvenu, sous-estimèrent la ruse et la cruauté de Vecht, si bien qu'ils ne comprirent que trop tard la menace qu'il représentait. Vecht baptisa le groupe de guerriers qu'il avait ralliés à sa cause la Cabale du Cœur Noir. Ils devinrent les exécutants de sa volonté et firent de Vecht le seigneur suprême de Comorra. Suite à la prise du pouvoir de cet ancien esclave, les Drukhari, versatiles, adoptèrent le système des Cabales avec un enthousiasme dicté par l'instinct de conservation. Sentant de quel côté soufflait le vent, les maisons nobles survivantes se réorganisèrent toutes en Cabales. Depuis, le pouvoir n'est plus une question d'héritage à Comorra. Il doit être arraché et conservé par la ruse ou par la force. Ceux dont l'esprit et les lames sont les plus affûtés tiennent dans leurs mains le destin de la cité crépusculaire, et la précarité de leur position ne laisse aucune place à la complaisance. Seuls les Drukhari affiliés à l'une de ces organisations d'envergure bénéficient d'une forme de sécurité, celle du nombre, la seule qui vaille dans la cité maudite de Comorra. Si les Cabales offrent donc une forme de refuge pour leurs membres, la véritable récompense d'un Cabalite accompli est de prendre part à un raid dans l'espace réel. La guerre livrée dans la dimension matérielle est une campagne perpétuelle de violence contre toutes les autres espèces conscientes de la galaxie. Un raid réussi offre aux vainqueurs des esclaves et un festin de souffrance, mais fera aussi progresser le statut de ceux qui l'ont planifié et exécuté. Ainsi, ces raids sont pour les Cabales le moyen le plus direct de prendre l'ascendant sur leurs rivales. Les plus grandes et les plus respectées lancent des expéditions constamment, et leurs esquives effilées plongent sur une planète après l'autre pour se livrer au pillage et ramener des esclaves à Comorra. Il est très rare pour un archonte d'envoyer les guerriers de sa cabale au combat sans une planification minutieuse. Chaque cabale entretient son réseau d'espions, de mercenaires et d'informateurs dont le rôle est d'identifier les cibles potentielles. En outre, les coteries des moncules peuvent prodiguer d'autres moyens de surveillance plus ésotériques, tels des miroirs murmurants, des vols de familiers invisibles, ou encore des parasites infectant d'innocentes victimes. Ces services ont naturellement un coût, mais ces dépenses seront largement compensées par le butin d'un raid réussi. Lorsqu'une attaque est lancée, les forces cabalites prennent toujours l'ennemi à contre-pied,
grâce à une technologie supérieure et des informations arrachées par la torture à des autochtones. Les combats en règle ne sont jamais volontaires, car les Kabbalites ne voient dans le sens de l'honneur qu'une faiblesse à exploiter. Leurs raids frappent vite et fort, là où l'ennemi est le plus vulnérable, afin de paralyser les structures de commandement et de contrôle, couper les voies d'approvisionnement et semer terreur et confusion. Si l'ennemi parvient à se réorganiser après un premier assaut, les Kabbalites s'évanouissent pour attaquer autre part, en évitant soigneusement d'être pris dans une guerre d'usure. De nombreuses Kabbales ont développé une préférence pour des méthodes militaires particulières, souvent conditionnées par la vanité, les origines de leur archonte ou résultant des guerres des gangs de Gomorrah. Certaines, comme la Kabbale exilée des Désunis, favorisent les escadrilles d'appareils d'attaque qui dispersent l'ennemi et déciment ses rangs avant même qu'un Drukhari ne touche le sol. D'autres, comme la Kabbale de la tempête hargneuse ou celle du cri sanguinaire, préfèrent l'emploi d'une puissance de feu écrasante et des vols meurtriers de fléaux qui abattent l'ennemi à distance. Mais la nature sadique des Drukhari conduit la plupart des Kabbales à favoriser la proximité avec l'ennemi, là où ses membres pourront sentir chaque éclaboussure de sang frais et se délecter de la souffrance de leurs victimes.